Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors vous m'avez franchement manqué et je voudrais commencer d'abord par dire une très bonne année 2023 à chacun d'entre vous. La seconde chose que je vais d'abord dire avant de commencer aujourd'hui, c'est un grand merci à tous ceux-là qui ont prié pour moi durant ce mois de décembre parce que je n'étais même pas certaine de voir 2023. Mais grâce à vos prières et au traitement, bien sûr, je vais beaucoup mieux et bien sûr grâce à l'aide de Dieu. La troisième chose, c'est tout simplement en fait un petit résumé ou bien un petit message pour tous ceux-là qui traversent des moments difficiles parce que nous tous, peu importe qui nous sommes, peu importe où nous sommes, nous passons souvent par des périodes où on se pose un tas de questions, où on va mal, où on déprime, où on se demande pourquoi est-ce que ça nous arrive, pourquoi nous, pourquoi cette situation et d'autres questions encore parfois bien plus terribles que celles-là. Et je vais juste partager mon expérience avec vous ce soir afin que si vous traversez une de ces situations, que vous sachiez que ça va aller. Donc, la première chose, c'est tout simplement que face à beaucoup d'essais, lorsqu'on a toutes ces questions qui viennent en même temps et lorsqu'on est dans cet état de dépression, que ce soit dû à n'importe quoi, que ce soit une maladie, que ce soit tout simplement parce que ça ne va pas dans notre vie personnelle ou bien que c'est difficile sur le plan académique ou bien même dans la vie de chaque jour, je pense qu'il y a trois réponses que j'ai eues dernièrement. La première réponse, c'est tout simplement que peu importe ce qui t'arrive, c'est pour une bonne raison. C'est parfois pas facile d'admettre que cette situation on peut en tirer quelque chose de bon, mais souvenez-vous toujours que peu importe ce qui vous arrive, même si ça vous semble terrible, c'est pour une bonne raison. Parce que si ce n'était pas le cas, si vous n'aviez pas assez de force pour traverser ça, c'est que vous ne serez pas en train de vivre cette situation. Ça, c'est la première des choses. Et c'est aussi cette chose qui va vous aider à ne pas trop vous en vouloir, bien culpabiliser pour ne pas avoir fait les choses comme il fallait. On n'a pas toujours à être parfait, on fait juste de notre mieux, c'est l'essentiel. La bonne chose que j'ai pu retenir et apprendre de ces derniers temps, c'est tout simplement qu'il y a un Dieu qui veille. Ça veut dire, lorsqu'il parle de Dieu, je ne parle pas uniquement pour les chrétiens. Si tu es musulman, je parle d'Allah. Si tu crois au bouddhisme, je parle de Bouddha, je parle de Shiva. Si tu crois à l'univers, je parle de l'univers. Mais il y a une grande puissance qui garde chacun d'entre vous et qui veille sur vous. Ce qui fait que même si vous passez ou bien vous connaissez des moments difficiles, sachez toujours qu'il y a une puissance, il y a une plus grande puissance qui veille sur vous. Et peut-être il veut juste vous apprendre quelque chose de nouveau. Et la dernière des choses que j'ai pu retenir, c'est tout simplement qu'en nous, il y a sûrement un côté divin, quelque chose qui nous permet de traverser des situations difficiles. Et dans ces moments, c'est sûrement ce côté qu'il faut souvent se rappeler. Parce que dans cette période de dépression, on a l'impression qu'on ne vaut plus grand-chose. Et parfois, c'est dur de se relever tout seul parce que généralement, on est seul dans ces circonstances. Alors, si vous traversez ce type de période maintenant, essayez juste de vous rappeler que il y a quelque chose de bon, il y a un Dieu qui vous garde et il y a un côté, ou bien une part de vous qui est divine et qui va vous aider à traverser tout cela. Si vous ferez face à cela dans un avenir, vous aurez sûrement, sans doute, tout le monde traverse ce type de situation. C'est tout ce que c'est tout ce qu'en fait j'ai utilisé pour pouvoir me relever, que ce soit de cette maladie ou bien de quelques problèmes, ça aide à avancer. Donc, je voulais partager cela avec vous parce que c'est important d'avoir des bonnes notes en maths, physique, chimie, mais aussi, c'est aussi très important d'affronter les choses de la vie de chaque jour et de devenir meilleur, peu importe ce qui nous arrive. Alors qu'aujourd'hui, la vidéo va tout simplement porter sur le théorème de la bijection. Et on va notamment voir comment est-ce que tu peux utiliser ce théorème pour pouvoir répondre et résoudre un exercice. Alors, sans plus tarder, commençons déjà par le cours. Qu'est-ce qu'il faut savoir lorsqu'on parle du théorème de la bijection? Alors, supposons par exemple que j'ai une fonction qui est f définie, par exemple, sur R, ou bien supposons qu'on travaille sur R, forcément c'est un domaine, ça peut être une partie de son domaine de définition. Maintenant, lorsque tu as une fonction f comme ça sur R, pour pouvoir utiliser le théorème de la bijection, il faut dire quoi? La première chose, c'est que tu dois t'assurer que ta fonction est continue. Et la seconde information que tu dois avoir, c'est qu'elle est strictement monotone. Lorsqu'on dit strictement monotone, c'est dire quoi? C'est strictement croissante, monotone, strictement croissante ou strictement décroissante. Donc, elle doit avoir juste un seul sens de variation. Donc, soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Donc, si tu étudies une fonction, tu peux montrer qu'elle est continue et qu'elle est strictement monotone. Alors, le théorème de la bijection dit quoi?
La première chose, c'est quoi? En un, on va dire que cette fonction, si on l'appelle, on va dire que f va tout simplement, f va réaliser une bijection. Donc, si elle est continue et strictement monotone, elle réalise une bijection de i. Donc, si elle est continue et strictement monotone, bien sûr, sur i, elle va réaliser une bijection de i vers f de i. Ça, c'est la première conséquence du théorème de la bijection. La deuxième, c'est tout simplement que si elle est toujours continue et strictement monotone, alors cette bijection qu'on va appeler f-1 sera également comment? Continue. Donc, continue, f-1 sera continu et strictement monotone et ça aura en fait le même sens des variations. Donc, ça a le même sens, des variations que notre fonction. Donc, ça a le même sens des variations que f. Ça veut dire par exemple quoi? Si je fais le tableau des variations, par exemple, de la fonction f. Donc, si vous finissez de faire votre tableau de variation, supposons que la fonction c'était croissante. Ça veut dire que si je veux aussi faire le tableau de variation, par exemple, de f-1 de x, cette fonction sera également croissante. Donc, ils ont le même sens de variation. Donc, vous pouvez utiliser ça, par exemple, si vous voulez quitter du tableau de variation de ceci pour trouver le tableau de variation de ceci. La dernière chose, c'est tout simplement que si j'ai une fonction continue et strictement monotone, j'aurai tout simplement quoi? Et en plus de ça, si f est dérivable, si vous montrez qu'elle continue strictement monotone, donc, vous savez qu'elle sera, elle est dérivable sur i, et si tu calcules la dérivée, tu montres que la dérivée est différente de 0, alors on va tout simplement dire que f-1 sera dérivable sur f de i. Donc, si pour tout x appartenant à i, tu montres que cette fonction est dérivable sur i et que sa dérivée est bien différente de 0, ça veut tout simplement dire que f-1 est dérivable sur f de i. Ça veut dire que si on vous demande de montrer que f-1 est dérivable sur f de i, il faut tout simplement montrer que notre fonction est dérivable sur i et que sa dérivée et que la dérivée est différente de 0. Et en plus de cela, on aurait tout simplement cette expression-ci. Donc, on va mettre ça en haut. On aurait cette formule-ci, f. Donc, et on aura quoi? On aura f-1 prime de f de x qui serait égal à 1 sur f prime de x. Donc, voici tout simplement les trois conséquences. Ceci, vous mettez ça ici en bas. Donc, lorsqu'on vous parle du théorème de la bijection, si vous voulez utiliser ce théorème, montrez premièrement que votre fonction est continue. Ensuite, montrez qu'elle est strictement monotone, soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Alors, si vous avez montré ça, ça veut dire qu'il y aura, elle va réaliser une bijection de i vers 1 f de i. On va voir comment trouver ceci. Et sa bijection réciproque est continue et a le même sens de variation que f. Et on a également, si f est dérivable sur i et la dérivée est différente de 0, alors on vous dira que f-1 sera dérivable sur f de i. Donc ici, ceci sera vrai parce que vous aurez pu montrer le sens de variation. Maintenant, donc, pour montrer que ceci est dérivable, il faut donc vérifier si votre dérivée que vous avez trouvée est bien différente de 0. Maintenant, nous allons prendre l'exercice d'aujourd'hui pour pouvoir voir comment est-ce que tu peux appliquer cela. Alors, notre exercice nous dit ceci, soit j'ai la fonction définie sur i qui est 0 pi sur 2 par g de x égale à 1 plus cosinus x. On nous demande en 1 d'étudier les variations de g sur i et de dresser son tableau de variations. Alors, commençons par les variations de g. Lorsqu'on demande les variations de g, c'est tout simplement dire est-ce que c'est croissant, décroissant sur quel intervalle. Donc, nous allons tout simplement commencer. Donc, pour connaître les variations, vous avez besoin de la dérivée. Donc, je vais dire que g est dérivable sur i comme fonction dérivable sur i. Ces fonctions sont définies dérivables sur i. Donc, comme fonction dérivable sur i, et on a tout simplement g' de x, c'est 1 plus
cosinus x, donc la dérivée de 1 c'est 0 et la dérivée de cosinus c'est moins sinus x. Donc voici la dérivée de j. Maintenant, pour trouver, on résout tout simplement égal à 0 pour déterminer les sens. Or, si je dis g' de x égale à 0, ça revient à dire quoi? Sinus moins sinus x égale à 0. Or, ici, quel est l'angle dont le x peut être égal à 0? C'est impossible sur i. Parce que pour que ça puisse donner 0, il fallait que x soit égal à 0. Or, on a dit qu'on ouvre à 0, donc on ne prend pas x égale à 0. Donc, c'est impossible sur i. Donc, ceci n'a tout simplement pas d'équation. Donc, c'est différent de 0. OK. Maintenant, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin du signe de la dérivée. Pour ce faire, qu'est-ce que je sais? Je sais que x appartient à l'intervalle 0 puis sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est compris entre 0 et pi sur 2. Maintenant, j'encage sinus de x, ça serait quoi? Sinus de 0. Donc, si vous avez votre petit cercle, voici l'axe des sinus. On est dans 0, pi sur 2. Vous voyez bien que le sinus de 0, c'est 0. Donc, sinus de 0, c'est 0. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc, voici sinus de pi sur 2 qui est 1. Voici 0. On ajoute le signe moins, ça va faire quoi? Ça va faire moins 1 moins sinus de x est 0. Donc, je peux dire quoi? Ma dérivée est strictement inférieure à 0. Donc, le sens de variation, donc g de variation, donc g est strictement inférieur à 0. Donc, c'est strictement décroissante. Donc, le tableau de variation. Ma fonction est strictement décroissante. Je viens de faire mon tableau de variation. J'ai quoi? Je vais écrire ma dérivée. G' de x. Ma dérivée, on va garder G' de x égale à moins sinus x. OK. Notre tableau de variation, c'est dit, on travaille sur 0, pi sur 2. Donc, ici, j'ai la dérivée. Ici, j'ai ma fonction. Et on a dit que, on a montré que la dérivée était négative. Et notre fonction était strictement décroissante. Maintenant, si je dis g de 0, je viens dans l'expression là où il y a x, je remplace par 0. Or, cosinus de 0, voici l'axe des cosinus. Donc, cosinus de 0, c'est tout simplement 1. Donc, ici, c'est 1 plus 1 qui va donner 2. Voici g de 0. Si je dis g de pi sur 2, ça serait quoi? Ça serait 1 plus cosinus de pi sur 2. Or, voici pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc, j'ai 1 plus 0 qui est 1. Voici g de pi sur 2. Donc, ici, j'aurai 1. Ici, j'aurai 2. Donc, ça correspond. Maintenant, en 2, on vous demande de justifier que G réalise une bijection de I vers 1, 2. Alors, je veux montrer que G réalise une bijection de I vers cet intervalle-ci. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour que notre fonction puisse réaliser une bijection de I vers un intervalle qui est f de I, il faudrait que la fonction soit continue et strictement monotone. Or, on a montré qu'elle est strictement décroissante, donc elle est strictement monotone. Maintenant, on peut tout simplement dire qu'une fonction dérivable, cette fonction-ci est continue sur 0 puis sur 2. Donc, on va dire que G est continue et strictement croissante, strictement décroissante. Donc, elle est continue et strictement décroissante sur I. Donc, ça, c'est d'après tout simplement la question, d'après la question 1. Donc, à la question 1, on a montré que c'est strictement décroissant. Cette fonction est continue sur I.
Donc, on peut donc dire que si ma fonction est continue et strictement décroissante, donc je réalise une bijection de quoi? De I vers F2, vers G de I. Or, si je veux calculer G de I, c'est dire quoi? Je veux tout simplement G de l'intervalle 0, pi sur 2. Or, si je veux G de l'intervalle 0, pi sur 2, vous regardez le sens des variations. Quand elle est décroissante, ça veut dire que ceci, ça serait tout simplement quoi? Ça serait tout simplement G de pi sur 2, G de 0, ou alors limite. Donc, quand vous ne pouvez pas calculer la valeur au point, vous pouvez calculer la limite au point. Donc, quand elle est décroissante, vous mettez G de ce qui est ici de ce côté et l'autre à la fin. Ou bien, vous regardez tout simplement au tableau de variation, ça sera 1, 2. Ou alors, si elle était plutôt croissante, on devait dire G de 0, G de pi sur 2. Or, ceci, on a bien montré que c'est quoi? C'est tout simplement 1 et ceci, c'est tout simplement 2. Donc, on a tout bien notre G de I qui est bien l'intervalle 1, 2. Donc, notre fonction réalise une bijection de I vers l'intervalle 1, 2. Alors, on te demande de justifier que la bijection réciproque G-1 de G est dérivable sur 1, 2. Alors, lorsqu'on dit G-1 de G, on a dit quoi? Pour pouvoir montrer que G-1 est dérivable sur l'intervalle F de I. Vous êtes d'accord? Ici, notre 1, 2, c'est tout simplement G de I. Donc, vous devez tout simplement montrer que F est dérivable sur I, ce qui a été déjà fait pour montrer la monotomie. Maintenant, il faut tout simplement s'assurer que notre dérivé soit bien différent de 0. Alors, qu'est-ce que je sais? Donc, pour juste, on a bien dit justifier. Donc, on va dire que G est dérivable pour tout X appartenant à I et G moins G' de X, c'est moins sinus de X est différent de 0. G' de X est différent de 0. On a vu que sur cet intervalle est différent de 0 pour tout X appartenant à I. On a vu que sur cet intervalle, il n'y aura aucune valeur de X, de telle sorte que celui-ci puisse annuler. Donc, si je peux montrer que ma fonction est dérivable sur I pour tout X de I et que sa dérivée est différente de 0, je peux donc dire que F-1 est dérivable sur I. Alors G-1 est dérivable sur G de I. Or, G de I, c'est quoi? C'est tout simplement l'intervalle 1, 2. Donc, c'est dérivable sur l'intervalle 1, 2. Maintenant, en 4, je veux calculer. On demande de déterminer G de pi sur 4, G-1 de 3 demi et G-1 prime de 1 plus racine de 2 sur 2. Alors, en 4, je vais commencer d'abord par G de pi sur 4. Alors, si je veux G de pi sur 4, je dis quoi? Je dis tout simplement que G de pi sur 4, c'est quoi? Je viens là où il y a X, je remplace par cosinus par pi sur 4. Donc, ici, j'ai 1 plus racine de 2 sur 2. Voici G de pi sur 4. Donc, voici ceci. Alors, ensuite, on te demande de déterminer G-1 de 3 demi. G-1 de 3 demi. Alors, comprenez ceci. Lorsqu'on dit G-1, c'est en fait pour dire quoi? C'est pour dire que c'est quelque chose comme ceci. Lorsqu'on dit peut-être la fonction G définie de E, ici notre E c'est I, vers quoi? Vers l'intervalle 1, 2. L'expression qu'on a ici c'est X, l'expression qu'on a ici c'est G de X. Donc l'expression, le G-1 c'est encore tout simplement la valeur qui se trouve ici. Donc quand je dis G-1 de pi sur 3, c'est comme c'est quoi? Ici là, le 3 demi ici là, c'est ce qu'on est ici à la fin. Donc, ici, on a 3 demi. Donc, la question, c'est de savoir quelle est la valeur du X qui se trouve ici. Donc, ici, c'est comme si tout ce que je veux, c'est je cherche un X0 tel que quoi? Le X0 appartient à l'ensemble de départ.
il appartient à I. Et on a quoi? On a G de X0 est égal à 3 demi. Donc, c'est dit quoi? Je sais que G de X0, c'est quoi? C'est 1 plus le cosinus de X0 qui est égal à 3 demi. Donc, c'est cosinus de X0 égal à 3 demi moins 1. Donc, c'est cosinus de X0 qui est égal à 1 demi. Donc, quel est le X de telle sorte que le cosinus de X soit égal à 1 demi? C'est tout simplement X0 qui serait égal à pi sur 3. Si je regarde mon cercle trigonométrique, voici pi sur 3 et le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc, quand vous arrivez là, vous cherchez parmi les angles qui se trouvent ici, quel est l'angle dont le cosinus sera pi sur 3, c'est 3 demi. Donc, on va tout simplement dire que le G moins 1 de ceci, c'est tout simplement pi sur 3. Donc, voilà comment est-ce que vous procédez lorsque vous avez affaire à G moins 1. Et en dernier lieu, on va vous demander de calculer G moins 1 prime de 1 plus le racine de 2 sur 2. Ok, si je veux calculer ceci, remarquez quoi? Remarquez qu'on a montré que notre G moins 1 était dérivable, donc on peut calculer la dérivée de ceci. Maintenant, pour pouvoir calculer ça, vous allez tout simplement utiliser la formule-ci. C'est de remarquer quoi? Ici, lorsqu'on dit G moins 1 prime, ici on a f de x. Donc la première chose qu'on va faire pour pouvoir remplacer ici, ça c'est f prime de x. On va essayer d'écrire ça en fait sous la forme C. Et ceci en fait va vous servir d'indice parce que on vous a donné la même expression aussi. Ça veut dire que le x de 1 plus le racine de 2 sur 2, je peux encore écrire ça comme quoi? Comme G moins 1 prime de G de pi sur 4. Maintenant, j'ai créé quoi? J'ai créé f moins 1 prime de f de une expression. Donc, ici, le x, c'est pi sur 4. N'oubliez pas que les x se trouvent ici. Donc, ce sont les angles en radian. Maintenant, c'est dit quoi? Comme j'ai la formule ci, je sais que c'est dérivable. Je sais que f moins 1 est dérivable. On a ceci, l'expression ci. Donc, je peux directement appliquer l'expression ci comme c'est dérivable. Donc, je peux tout simplement dire que c'est égal à 1 sur f prime de x. Or, notre x ici, c'est pi sur 4. Donc, c'est bien égal à 1 sur g prime de pi sur 4. Or, g prime, c'est moins sinus. Donc, c'est 1 sur moins sinus de pi sur 4. On va donc dire que c'est 1 sur racine de 2 sur 2. Donc, ça va faire moins 2 sur racine de 2, ça va faire moins racine de 2. Donc, pour clôturer le dernier, vous allez tout simplement dire que ceci là, ça serait moins racine de 2. Ensuite, dans la question 5, on vous demande en A de montrer que G' de x égale à moins racine de 2, G de x moins G de x le tout au carré. Ok. Commençons par ceci. Si tu veux montrer ceci, la première des choses, tu quittes de ce que tu connais. Qu'est-ce que je sais? Je sais que le G' de x, on a trouvé que c'était moins le sinus de x. Le moins s'il est voici, ça veut dire que ici, le problème, c'est transformer ceci en ceci. Ok, qu'est-ce que je sais? Pour pouvoir transformer ceci en ceci, ici, j'ai g de x. Donc, je viens dans l'expression de g de x. On m'a dit que g de x est égal à 1 plus le cosinus x. Donc, je peux dire quoi? Je peux dire que le cosinus x serait égal à g de x moins 1. Celui-ci traverse. Maintenant, je dois exprimer sinus de x en fonction de g de x. Donc, je cherche une relation entre cosinus et sinus. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Je sais que je peux dire que le cosinus carré de x plus le sinus carré de x est égal à 1. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que le sinus carré de x est égal à 1 moins le cosinus carré de x. Donc, ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement dire que je viens, cosinus de x, c'est quoi? Ceci. Donc, ici, c'est 1 moins le g de x moins le 1. Le tout au carré, cosinus carré. Donc,
cosinus le tout au carré. Donc, ceci, je vais tout simplement dire que je mets le carré ici, moins le 2AB, 2G de x plus 1 au carré qui donne 1. Donc, si le moins entre, ça va faire 1 moins le G de x, on peut écrire comme ça, le tout au carré, plus le 2G de x moins 1. 1 moins 1, ça s'en va. Je vais donc dire que c'est 2G de x moins le G de x, le tout au carré. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai sinus carré de x qui est tout simplement égal à cette expression-ci. Maintenant, jusque-là, ce qu'on a ici, c'est plutôt juste sinus x. Donc, ce qu'il faut tout simplement faire, c'est mettre la racine. Or, pour mettre la racine, avant de mettre, rassurez-vous toujours que l'expression que vous avez des deux côtés doit être positive. Je sais qu'une expression élevée au carré est toujours positive. Donc, ici, je sais que ceci s'écrit encore comme ça. Donc, si ceci est positif, c'est positif. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le x est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, son cosinus x, c'est compris entre 0 et 1. Maintenant, au carré, c'est compris entre 0 et 1. Si je multiplie par moins, c'est compris entre 0 et moins 1 et 0. Si j'ajoute le moins, ça va faire 0, 1 moins le cosinus carré x. Ici, j'aurai 1. Donc, c'est tout simplement bien positif. Donc, ici, je vais tout simplement dire quoi? Je mets la racine ici et la racine ici. OK. Maintenant que j'ai ceci, j'ai à créer l'expression ci. Donc, maintenant, je dois retirer. Or, pour retirer la racine, on pense à la formule. Qu'est-ce que je sais? Racine de a carré, c'est valeur absolue de a. Donc, ici, c'est encore dit quoi? Valeur absolue de sinus x qui est égal à racine de 2g de x moins le g de x, le tout au carré. Or, qu'est-ce que je sais? Pour retirer la valeur absolue, il faut s'assurer du signe de l'expression qui est à l'intérieur. Or, ici, notre x est où? Dans l'intervalle entre 0 et pi sur 2. Ce qui fait que le sinus de 0, sinus x est bien entre 0 et 1. Donc, vous voyez que c'est bien positif. Comme c'est positif, je peux tout simplement retirer la valeur. Si ce n'était pas positif, si par exemple on avait un autre intervalle, par exemple si on travaille plutôt, donc si je travaille plutôt, on travaille dans 0 pi sur 2. Si on travaille peut-être dans l'intervalle si moins pi sur 2 jusqu'à 0, le sinus serait négatif, il fallait multiplier. Pour pouvoir retirer la valeur, il faudra donc multiplier par moins 1. Or, comme on est ici, on va tout simplement retirer les valeurs absolues. Donc, voici donc comment je peux encore écrire mon sinus de x. Donc, quand on a ceci, on va tout simplement venir. Si ça, c'est sinus de x, vous êtes d'accord que je pourrais venir ici, je remplace, je laisse le moins à sa position. J'ai bien mis g de x moins le g de x, le tout au carré, ce qu'il fallait démontrer. À la dernière question, on nous demande d'en déduire que tout x appartenant à 1 de g moins 1 prime de x égale à moins 1 sur racine de 2x moins le x carré. OK, ici on applique directement la formule ci. Qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement, donc, en simple, j'aurai g moins 1 de prime de g de x serait égal à 1 sur g prime de x. OK. Maintenant que j'ai ceci, qu'est-ce que je remarque? On a dit quoi? Pour tout x, le x appartient à 1, 2. Notez bien que ici, ceci, l'expression c'est, comme on a expliqué à ce niveau, si je me déplace de i vers ceci, ça veut dire quoi? Le x appartient ici, le g de x appartient ici, là. Donc, je peux tout simplement remplacer ça. Donc, pour ne pas trop, en fait, identifier avec celui-ci, vous pouvez dire que posons par exemple, posons un, je vais dire grand x qui est égal à g de x.
G de x est où? G de x est dans l'intervalle C, donc grand X est dans l'intervalle 1, 2. Donc, j'aurai quoi? J'aurai G moins 1 prime de grand X sera égal à 1 sur G prime. Alors, ici, là, on va remplacer d'abord G prime par son expression. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que G prime de x, c'est ceci. Comme c'est G de x qu'on remplace par grand X, G prime de x, c'est quoi? G prime de x, c'est moins racine de 2 G de x moins le G de x au carré. Donc, si je viens, je remplace ici, ça serait moins racine de 2 grand X moins grand X au carré. Donc, vous remarquez que partout là où il y a G, vous remplacez par le grand X. N'oubliez pas l'expression, si c'est l'expression qui est à la fin. Donc, le G de X se trouve, donc, ça c'est l'ensemble des départs, ça c'est l'ensemble d'arrivée. Le G de X, c'est l'ensemble d'arrivée. On a bien précisé qu'on voulait que nos X appartiennent à l'intervalle 1, 2. Donc, vous posez un X, c'est X forcément, comme c'est l'expression de tout ceci va appartenir à l'intervalle 1, 2. C'est tout simplement ça. Donc, c'est en fait tout pour l'exercice d'aujourd'hui. Si tu aimais, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air. Et bien sûr, si tu as des notions qui t'intéressent, mets en commentaire. Et je te dis à la prochaine.